Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais répondre à une interrogation et surtout une appréhension que je constate chez beaucoup de personnes que je peux accompagner notamment au cabinet, à savoir comment parler des violences sexuelles avec son enfant. C'est un sujet qui est de plus en plus abordé, notamment à travers la médiatisation de nombreuses affaires en lien avec des violences sexuelles et avec l'inceste notamment. Et donc, effectivement, il est d'utilité publique et surtout il est, de nécessité, éducative que de, parler de ces violences, et de leur existence avec nos enfants. Parce que, je le rappelle, quelque part au même titre qu'on les met en garde de ne pas parler ou de ne pas monter en voiture, avec un inconnu, ni même d'accepter des bonbons ou des friandises, aujourd'hui il devient vraiment indispensable et même urgent de faire de la prévention auprès de nos enfants en matière de violences sexuelles, puisque bien évidemment ils sont toujours de plus en plus nombreux à y être exposés. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je voulais aussi parler des circonstances qui amènent à ces violences, parce qu'elles sont principalement toujours les mêmes. C'est-à-dire que dans 94% des cas, les agressions sexuelles ont lieu au sein même de la famille, que ce soit par les parents, les grands-parents, oncles, tantes, frères, sœurs, cousins, cousines, ou par quelqu'un de l'entourage proche, que ce soit des amis, des collègues ou des voisins. Et l'agresseur, que ce soit un homme ou une femme, se sent du coup tout puissant car il a un pouvoir sur l'enfant. Il joue sur cette ambivalence des sentiments d'amour que l'enfant éprouve pour lui, dont on a déjà parlé dans de précédentes vidéos. Et donc il instaure aussi une sorte de jeu avec l'enfant, un jeu secret qu'il ne doit jamais, surtout jamais révéler, pour toutes sortes de raisons, notamment il peut amener à l'enfant le fait que papa ou maman ira en prison, papa et maman vont divorcer, tout le monde le fait, c'est tout à fait normal, ou je le fais parce que je t'aime, etc. L'agresseur agit de manière très délicate, de façon à ne laisser aucune trace et aucune preuve pour distiller un doute, parfois même chez l'enfant lui-même, qui n'est pas sûr de la gravité des gestes et des violences qu'il subit, tellement il est manipulé et conditionné par son agresseur. Et donc, rappelons-nous que la majeure partie des victimes va se taire, parfois pendant des années, par peur de ne pas être crue, par honte, par culpabilité, par amnésie traumatique, et lorsqu'elles se confient, elles font souvent face au déni de leur entourage qui va minimiser les faits, voire les ignorer totalement. Du coup, comment faire pour faire de la prévention? Déjà, ne pas brusquer son enfant, au risque de le traumatiser. Lui parler simplement avec des mots adaptés à son âge, et ce le plus tôt possible dès la maternelle. Amener la question chez les plus petits, de préférence à l'heure du bain, de façon à nommer les parties intimes du corps humain. Leur expliquer que leur corps leur appartient à eux seuls, que personne n'a le droit de le toucher, ni de demander à ce qu'ils touchent certaines parties intimes du corps, que c'est interdit que ce soit un adulte ou un autre enfant. C'est également important de s'inclure soi-même en tant que parent. Je le dis très souvent en consultation, et j'insiste sur cette notion car trop souvent les agressions sexuelles sont commises par les parents eux-mêmes. C'est pour ça qu'un enfant à qui on dit que seuls ses parents ont le droit de le toucher ou de le voir nu sera conditionné à le croire, et en cas d'agression pourrait ne pas comprendre le mal qu'il subit. Donc c'est vraiment très important d'expliquer à son enfant que tant qu'il est petit, ses parents l'aident pour sa toilette, mais que dès qu'il sera en âge de se laver seul, ses parents n'auront plus à intervenir. Il faut pour cela solliciter l'autonomie de l'enfant, et c'est à nous, en tant que parents, de les aider dans ce sens. Dans le même sens, du coup, respecter les notions d'intimité, ne pas s'exhiber devant son enfant, lui montrer les limites de l'intimité, ne pas l'embrasser sur la bouche, éviter de prendre le bain avec lui, fermer la porte des toilettes, autant de détails qui peuvent paraître anodins, mais pourtant très importants pour son développement psychique. Parce que je le répète, même si ces détails peuvent paraître anodins, en consultation, je reçois énormément de personnes pour qui ces détails-là sont très importants et pour qui ces détails-là ont fait des ravages dans leur construction et dans leur perception du corps, dans leur rapport à l'intime, dans leur rapport à l'autre, dans leur rapport à leur estime d'elle-même. Donc même si ces détails paraissent anodins, ils ne le sont pas. Et c'est très important vraiment pour moi de transmettre ce message aujourd'hui.
Et donc en allant dans ce sens de la transmission, on introduit dès le plus jeune âge, on explique dès le plus jeune âge à son enfant la notion de consentement. Et donc on lui explique également à lui qu'il n'a pas le droit de toucher non plus les parties intimes d'un autre enfant, que celui-ci le lui demande ou non. Et on explique aussi à son enfant que s'il subit une agression, il a le droit de dire non, qu'il connaisse l'agresseur ou non. En revanche, un enfant qui est agressé ou violé et qui ne réagit pas, ne se débat pas ou ne dit pas non, n'en est pas pour autant consentant. On a parlé dans une précédente vidéo des mécanismes de sidération, le cerveau qui se fige, ou de dissociation, le cerveau qui coupe les émotions pour ne plus rien ressentir. Ces mécanismes-là, on en a parlé, sont très fréquents, d'autant plus quand les violences sexuelles ont lieu sur des mineurs. Et je voulais terminer en rappelant que un enfant qui ne parle pas ou qui semble indifférent à ce qu'il subit n'en est pas pour le moins traumatisé. Et donc il faut vraiment prendre pleinement conscience du fait que les violences sexuelles laissent des traces indélébiles qui, si elles ne sont pas traitées correctement, peuvent être vraiment catastrophiques. Comme je vous l'ai énoncé juste avant, je reçois beaucoup de personnes pour qui certains détails ont pu paraître anodins à l'époque et qui pourtant aujourd'hui ont causé de grosses difficultés, de gros problèmes dans leur intimité, de gros problèmes dans leur estime d'elles-mêmes et dans plein d'autres domaines de leur vie. Donc, je le répète, certains détails qui peuvent paraître anodins ne le sont pas. Donc, c'est vraiment très important d'aller dans le sens de cette prévention-là aujourd'hui. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour répondre à des questions que je peux recevoir notamment autour des signes d'alerte. Qu'est-ce qui peut alerter les parents ou l'entourage? Qu'est-ce qui peut mettre en avant le fait qu'un enfant puisse potentiellement être victime de violences sexuelles? Alors, bien évidemment, on peut noter certains signes, comme par exemple un changement brusque de comportement, c'est-à-dire une plus grosse agressivité ou un enfermement sur soi-même, une perte de confiance en soi, d'estime de soi, de la dévalorisation. On peut aussi noter un intérêt accru pour la sexualité, en complet décalage avec l'âge de l'enfant, et des comportements sexualisés, avec par exemple des propos à caractère sexuel ou une masturbation exhibée devant tout le monde. On peut aussi noter l'apparition de jeux ou de dessins à caractère sexuel. Mais je voulais insister aussi dans cette vidéo sur le fait qu'un enfant violé peut aussi ne rien laisser paraître. Et que même si aucun signe avant-coureur n'a pu être visible, il faut toujours prendre en considération la parole de cet enfant. Ne jamais la sous-estimer ni fermer les yeux, toujours être attentif et toujours faire de la prévention auprès de lui, et lui dire surtout que s'il subit de telles violences, il doit en parler à quelqu'un. Et du coup, si un enfant se confie à vous sur des violences sexuelles qu'il subit, toujours le rassurer, lui dire qu'il est normal qu'il se sente mal, qu'il ait peur ou honte, qu'il ressente de la culpabilité, mais toujours lui rappeler que ce qu'il a subi est très mal, et que c'est puni par la loi, que son agresseur n'avait pas le droit, qu'il est lui le coupable, l'agresseur, et que c'est bien lui l'enfant qui est la victime. Et pour terminer cette vidéo, je voulais revenir sur une notion aussi très importante, le fait de parler à ses enfants lorsque l'on a soi-même été victime de violences sexuelles ou d'inceste. Parce que je rencontre beaucoup de parents en consultation qui ont peur, qui craignent de parler à leurs enfants de leur vécu, qui ne veulent pas leur causer de souffrance en révélant une part de leur histoire traumatisante. Et avant toute chose, sachez qu'il est légitime pour vous d'avoir ces craintes. Vous pensez avant tout à vos enfants, à leur bien-être, et vous pensez bien agir en ne disant rien. Mais il est néanmoins important de comprendre que briser la chaîne de l'inceste et des violences sexuelles, cela vient en laissant libre cours à la parole. Plus la parole circule, moins le tabou perdure. Et pour cela, il faut expliquer à son enfant, avec des mots adaptés à son âge, ce que l'on a vécu. Le but n'est pas de le traumatiser, mais de lui transmettre son histoire pour qu'il puisse un jour à son tour transmettre à vos futurs descendants. Je voulais faire une petite aparté pour vous parler de mon parcours personnel, de mon histoire personnelle dans cette transmission, dans cette fameuse transmission de mon histoire, parce que je me suis moi-même longtemps questionnée sur ce que j'allais laisser à mes enfants et à mes potentiels futurs descendants, si mes enfants ont envie d'en avoir également à leur tour un jour. Et si vous voulez, à travers la libération de ma parole et les actions, notamment judiciaires, que j'ai mises en place, j'ai eu peur
de leur léguer à mes enfants une bombe familiale, avec laquelle ils devraient toutes et tous s'accommoder. Mais ce qu'il est capital de comprendre, c'est que la parole doit circuler. Et de par les actions que je peux mener aujourd'hui, et que j'ai pu mener en libérant ma parole, ma descendance aura accès à mon histoire, à ma parole, à ma vérité, contrairement au silence qui a pu être légué génération après génération au sein de ma famille. Donc, de la sorte, mes enfants savent qu'ils peuvent me poser des questions, me demander à avoir accès à des photos de ma famille d'origine, par exemple, pour comprendre d'où ils viennent, et pour comprendre pourquoi j'ai choisi, par nécessité, par besoin vital, et par sécurité psychique et mentale, et physique, pourquoi j'ai choisi de rompre ce schéma familial toxique. C'est pour cela que je souhaite leur transmettre cet équilibre et non une colère ou une rage destructrice. Et c'est aussi mon message à travers cette vidéo aujourd'hui. Vous avez, vous aussi, ce choix qui s'offre à vous. Celui de libérer non seulement votre parole, mais aussi celle de toutes les personnes qui vous ont précédé et qui, elles, n'ont pas pu ou n'ont pas voulu le faire. Vous, aujourd'hui, vous avez cette possibilité de lâcher cette rage ou cette colère, peut-être que vous ressentez encore aujourd'hui, et du coup de créer cet équilibre pour vous et pour vos enfants et votre descendance. Si vous n'avez pas d'enfants, cet équilibre, il est pour vous. Et je sais pertinemment à quel point cette parole peut faire peur, à quel point on craint de causer plus de tort et de causer plus de mal et plus de souffrance à notre descendance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les consultations que je propose aussi au sein du cabinet, j'accompagne les personnes qui me consultent dans ce sens, de prendre conscience de l'importance de la libération de la parole, du fait que la parole circule. Et non pas pour causer du tort, mais simplement pour remettre la vérité en place et réactionner cette roue de la transmission bénéfique et non de la transmission négative. Donc je n'aurai de cesse vraiment que de vous y encourager, mais pour ça il faut vraiment être bien accompagné, encore une fois. L'inceste et les violences sexuelles ne sont pas des actes qui sont minimes. Ce que votre corps, votre esprit et votre cœur ont subi, ce n'est pas minime. Donc il faut vraiment être accompagné dans tous les domaines, dans toutes les sphères de votre vie. Si vous avez besoin d'être accompagné dans ce sens, je vous mets comme d'habitude en bas de la vidéo dans la description toutes mes coordonnées, tous les moyens de me contacter pour prendre rendez-vous, pour justement activer cette libération de la parole, pour pouvoir vous sentir plus légitime vous aussi à transmettre votre histoire et votre vérité à vos enfants ou vos petits-enfants, puisque ne l'oublions pas, il n'y a pas d'âge pour libérer sa parole, peu importe quel âge vous avez aujourd'hui. Décidez de léguer votre vérité à quelques moments que ce soit de votre vie sera bénéfique pour vous et pour votre entourage. Vous avez toutes les informations, comme je vous le disais, en barre de description pour entrer en contact avec moi et prendre un rendez-vous si vous le souhaitez. Vous pouvez, comme d'habitude également, retrouver tous les articles que je publie sur mon blog en lien avec les violences sexuelles, l'inceste et l'incestuel. Et on se retrouve également sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook notamment, sur mon compte C'est Kitapsy. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile et il me reste à vous dire à bientôt, ici ou ailleurs.